Université d'été de l'animal 2020. Histoire d'orques, une conférence de Pierre-Robert de la Tour. Présentation, Yolène de la Bigne. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire de l'anthropomorphisme et de faire des comparaisons avec nos comportements à nous humains. Est-ce qu'on peut comparer justement l'intelligence au sens très large du terme comportement, etc., des humains et des orques? Alors, quand on parle d'intelligence animale, on parle de l'intelligence des hommes, on veut comparer, toujours on a besoin de se comparer. Pendant très longtemps, il ne faisait aucun doute que nous étions supérieurs à toute autre forme de vie, faut le dire. On parle de l'intelligence maintenant, ou il y a 100 ans. Il y en a qui le pensent encore. 200 ans, oui. Il y a une centaine d'années, il y a 200 ans, dans un passé très récent, l'humanité existait bien avant qu'on ait construit la Tour Eiffel ou des fusées pour aller sur la Lune. Qu'est-ce qu'on parle de l'intelligence? On en parlait récemment aussi avec d'autres conférenciers. Moi, pour ma part, je pense que on partage l'intelligence de l'autre. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis incapable de faire ma maison. J'ai besoin de la personne qui fabrique la maison pour moi. Je n'ai pas cette intelligence. Et si je n'ai pas cette personne-là, donc je partage le savoir de l'autre, je partage l'intelligence de l'autre. Je ne suis pas quelqu'un d'intelligent de ce côté-là. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce contexte-là. Donc quand on parle de l'intelligence de l'humanité, si on parlait de l'intelligence de chacun des hommes, on aurait des surprises. On n'est pas tous des Einstein, on n'est pas tous des Picasso, on n'est pas tous des Léonard de Vinci. On est d'accord. Mais on aime bien pouvoir dire que comme on leur ressemble, on fait partie de la famille, quoi. Oui, c'est l'assemblage des différentes intelligences qui font une société. C'est ça. Donc socialement, on a cette intelligence-là, mais à titre individuel, on serait très peu à pouvoir se débrouiller comme le font les animaux sauvages dans un contexte un petit peu différent. Donc en termes de facultés adaptatives, ça serait un petit peu choquant pour nous. Et puis bon, on parle de l'intelligence aujourd'hui, mais quid des hommes préhistoriques? Comment ils vivaient? Si on les comparait aux animaux à ce moment-là, parce qu'on parle de l'intelligence maintenant, mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Regardez. Les hommes, ils vivaient dans des cavernes. Ils commençaient à trouver des gourdins, des outils. Ils construisaient des huttes après, avec les premiers outils, les premiers matériaux qu'ils pouvaient assembler. Et puis ces huttes, elles ont commencé à devenir un petit peu plus élaborées. Et puis on a commencé à tailler la pierre. On parle toujours de l'intelligence des hommes, à faire des villages en pierre. Et puis une petite photo d'une grande ville. Il y a un siècle de ça, quoi. Il n'y a pas très longtemps dans notre histoire. Paris. Et oui, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait déjà des œuvres magnifiques. Et puis très vite, c'est devenu ça. C'est devenu ça. Très vite. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Je ne sais pas. Et puis faut qu'on s'amuse aussi. On est nombreux. C'est devenu ça. Une plage bourrée de monde. Est-ce que ça fait des hommes une espèce intelligente? Je ne sais pas. Franchement, je m'interroge. Je vois toutes ces images et je cherchais. J'ai dit, mais ok, on va parler d'intelligence, de l'intelligence de l'homme. On fait plein de belles choses. On a écrit des livres. Mais là, c'est encore autre chose que l'intelligence, c'est l'explosion de la démographie. On peut en parler au niveau intelligence, ça cela dit. Mais je pense que c'est corrélé, parce que, je veux dire, est-ce que c'est une preuve d'intelligence que de développer une humanité dont on sait que sur une planète aux ressources finies, il va falloir à un moment donné se poser la question du partage et de l'utilisation de la planète. Je veux dire, les orques, eux, limitent leur population en fonction de leurs ressources disponibles. Comme beaucoup d'animaux. Les rats, par exemple, les loups... Je parle des orques parce que je connais les orques, mais j'imagine effectivement que les autres espèces... et puis dans les chauves-souris aussi. Dans les chaînes alimentaires, quand vous avez une population qui croît énormément, vous avez toujours un prédateur qui vient au-dessus, et puis qui s'en sert de ressources et qui contrôle l'état de cette population. Les orques, ils n'ont pas de prédateurs, mais ils contrôlent, eux, leur propre population. Est-ce que quelque part, quand on compare par rapport à ça, on ne peut pas se dire qu'il y a une forme d'intelligence derrière tout ça, dans ce contrôle-là. L'intelligence, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. La seule chose, on va dire, mesurable, véritablement mesurable, et ça a été utilisé par des scientifiques, la seule chose que l'on puisse mesurer, c'est la taille. Vous parlez de la taille du cerveau. La taille du cerveau. On nous a expliqué pendant très longtemps, effectivement, que l'intelligence, on était intelligent parce qu'on avait l'outil pour pouvoir l'être. Et quand on le comparait à l'outil d'autres espèces animales, on a ce type de représentation qui, vous voyez, le cerveau de l'homme.
sa configuration, le cerveau de primates, des créatures qui sont un petit peu moins socialement évoluées, et on vous explique que le cerveau de l'homme est plus gros. On vous explique qu'il est plus circonvolué que les autres. Que ces circonvolutions, ça permet des synapses et des conductions nerveuses et des échanges qui sont beaucoup plus faciles, en grand nombre. Donc on a l'outil, donc effectivement, ben voilà, l'intelligence est là parce qu'on peut l'utiliser, quoi. Puis un jour, il y a un scientifique qui a eu la bonne idée d'ouvrir le crâne d'un dauphin. Et là, le choc. Humain, dauphin. Le cerveau du dauphin est plus gros. Il est tout potelé. Et il est beaucoup plus circonvolué. Donc si on part du principe que ces circonvolutions sont aussi une des raisons pour laquelle on a ces capacités à l'intelligence, ben on peut se dire que le dauphin, il a des capacités supérieures. C'est pas juste la taille, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors vous allez peut-être pas pouvoir le lire, mais vous apercevez que la partie qui est responsable de l'audition, elle est beaucoup plus importante dans le cerveau du dauphin. Et là on revient à l'importance de l'audition et du son dans la vie du dauphin. Le nerf auditif, la partie qui est responsable de la vision, elle est très proche de la partie qui est responsable de l'audition. Et il y a des échanges permanents entre ces deux parties qui fait que les dauphins sont capables de transformer des sons en images et des images en sons. Ça, c'est intéressant. Le corpus, j'arrive pas à lire, galine. Cette partie-là, c'est ce qui relie les deux cerveaux, les hémisphères droit et les hémisphères gauche. Elle est plus importante chez l'homme. D'accord, corps calleux. Elle est plus importante chez l'homme. En étant réduite chez le dauphin, ça permet au dauphin de faire dormir une partie de son cerveau, un hémisphère cérébral, tout en laissant l'autre éveillé. Et je crois les chevaux aussi, non? Comme beaucoup d'animaux. Comme beaucoup d'animaux, ce qui leur permet effectivement d'avoir une veille pendant qu'ils dorment et ils reposent les hémisphères cérébraux. Nous, quand on est débranché, quoi. Le dauphin, et lui, il en a besoin, hein, parce qu'il faut qu'il respire. Il n'a pas de respiration réflexe, donc quand il est sous l'eau, il faut qu'il y ait une partie du cerveau qui soit toujours activée. Voilà un petit peu. Et on voit les circonvolutions qui sont beaucoup plus détaillées chez le dauphin que chez l'homme. Et ça, c'est juste le dauphin. Mais l'orque. 6 kg versus 1,5 kg. 6 kg. Et là, effectivement, j'entends des personnes qui disent « Ouais, mais l'orque est beaucoup plus grand, donc il a besoin d'un plus gros cerveau. » Non. Cet argument ne tient pas. J'ai appris récemment que le plus gros crocodile faisait 7 mètres de long, je crois. C'est des crocodiles australiens d'eau de mer. Ils ont des cerveaux comme des noisettes. Pourtant, ils font 7 mètres. Le tyrannosaure, qui avait la place de l'orque en préhistoire, avait aussi un très petit cerveau. Hein. Il faisait aussi 10 mètres de long, pratiquement 10 tonnes. Je ne pense pas qu'on puisse corréler la taille du cerveau avec la taille du corps. Si les orques, les baleines, les cachalots, les dauphins, ils ont un cerveau qui est constitué comme celui-ci, c'est qu'il y a une raison à ça. Ils en ont besoin et ils l'utilisent. Est-ce que c'est pour des formes d'intelligence? Moi, je le pense. Et ça n'est pas juste la taille, mais c'est aussi ce qu'il y a dedans. Le docteur Laurie Marino a réalisé ces coupes de cerveau au scanner. Et elle s'est aperçue que ce cerveau était extrêmement complexe et qu'il y avait des lobes qui n'existaient pas dans le cerveau humain. Des lobes qu'on appelait paralimbiques, qui sont connectés aux émotions, à l'empathie, à l'affection, que les orques ont beaucoup plus développé, et même d'autres extra-lobes que le cerveau humain. Ça, ce sont des paramètres objectifs. Est-ce qu'on peut transformer ça et dire ils sont plus intelligents, plus émotionnants ou... Ça, après, moi, j'y crois. Et je pense que les découvertes qui vont se faire dans les dizaines d'années à venir prouveront cette existence d'une forme d'intelligence que moi, je pense être supérieure à la nôtre. C'est ce que je ressens quand je suis avec eux. On se sent dépassé quand on est au contact de ces animaux. Les travaux que l'on voit, qui existent aujourd'hui, confirment cette tendance. Les travaux de demain la confirmeront encore plus.
Alors en même temps, est-ce que c'est intéressant que ce soit plus ou moins ou c'est pas... En tout cas, c'est une forme d'intelligence parce que les fourmis qui ont pas ou les plantes vertes dont on parlait hier n'ont pas de cerveau et elles ont des formes d'intelligence époustouflantes. Les fourmis en ont pas et c'est dingue ce qu'elles font. Donc bon, finalement, ce qui est important, c'est que chacun a son intelligence et ses talents. Ce qui est important, c'est aussi de revenir sous on va dire, à une forme de pensée un petit peu plus modeste. Et aussi que cette intelligence nous pousse dans un système vertueux, que l'on s'accorde tous maintenant à dire que nous sommes sortis de ce système vertueux. Nous avons rompu des équilibres. Grâce à notre forme, nous avons utilisé notre intelligence pour sortir de ces systèmes vertueux, des systèmes équilibrés. Nous ne sommes plus dans un système équilibré. Nous avons déséquilibré ces systèmes. Et déséquilibré dans une tendance dont nous sommes quelques-uns à penser qu'elle n'est pas riche d'espoir. Il ne s'agit pas de dire l'orque est plus intelligent et c'est mieux d'être un orque, c'est pas ça. C'est de dire waouh, on dit qu'on est intelligent, mais il faut qu'on le prouve aussi. Et le prouver, c'est aussi maintenir une forme d'équilibre et de sécurité pour les générations à venir et pour toute la vie, pour toute la biodiversité qu'on est en train de piétiner et de ruiner. Petite photo d'ailleurs pour vous montrer cette anecdote de Stumpy qui est illustrée ici. Vous voyez un grand mâle, un grand mâle, un grand mâle. Et ce petit aileron que vous voyez là, c'est l'aileron cassé et le dos complètement brisé de Stumpy. Les orques sont aussi capables de se connecter à d'autres espèces. Et ça, je pense que c'est aussi une des preuves d'intelligence. Ils cherchent le contact, ils cherchent à rentrer en relation. Et je vais vous montrer une séquence vidéo que j'ai tournée en 2003. J'en ai parlé ce matin à un de mes co-conférenciers. Et là, on va l'avoir en image. Regardez bien, c'est assez sympa. J'étais seul à l'eau, j'avais ma caméra. Et voilà ce que cet orque a produit à ce moment-là. Vous pouvez nous commenter parce qu'on ne voit pas forcément les images. C'est une femelle qui est face à moi et qui va commencer à émettre des sons dans ma direction. Regardez au passage les nageoires pectorales vers le bas, ce qui est un signe qui veut dire qu'elle est relaxe. En plus, c'est trop joli leur son. Alors, ça c'est ce que je décris dans le système UC comme étant une interaction niveau 3. Niveau 1, c'est tolérance en zone sociale. Niveau 2, c'est intérêt en zone sociale, c'est-à-dire qu'un orque vient et s'intéresse à vous. Niveau 3, c'est une tentative de communication. Comment je sais que cet orque cherche à me communiquer quelque chose à moi et qu'elle n'est pas en train de parler à un orque qui est derrière? C'est simple. C'est que les sons qu'elle a utilisés là, ce ne sont pas des sons qu'elles utilisent quand elles se parlent les unes aux autres. C'est extrêmement rare, ça m'arrive assez rarement. On est dans un cas où un orque vient et choisit délibérément de vous donner un message. Il vous dit quelque chose. Et là, on retombe. Le message est dans le champ. Mais qu'est-ce qu'il cherche à nous dire? Il cherche à nous dire quelque chose. Et on arrive sur les fameux animaux ambassadeurs aussi, les fameux dauphins ambassadeurs qui viennent vers les humains et qui leur disent manifestement des choses et qui portent des messages. Et on ne sait toujours pas. On est très intelligent, mais on n'a pas craqué le code. C'est dommage.